Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui Vie quotidienne avec son chien, les limites du potentiel d'empathie chez le chien. Rappelons les épisodes précédents. Chez le chien de compagnie, l'action de mordre devrait être inhibée. Cependant, certains auteurs soutiennent qu'il faudrait tolérer, voire encourager les mordillements. Quand le mordillement devient morsure, il faudrait exprimer sa souffrance, ce qui aurait pour effet d'interrompre le morsure. Pourquoi ? À cause du phénomène de l'empathie, cette capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Mais peut-on réellement se fier à cela ? C'est ce que nous allons discuter dans cette présente vidéo. Autrement dit, nous allons étudier les limites du potentiel d'empathie chez le chien. Cette capacité de l'empathie existe, c'est certain, mais elle est répandue, elle est dispensée de manière très inégale au sein de notre espèce. Vous savez très bien qu'au sein de l'espèce humaine, certaines personnes d'ailleurs sont totalement dépourvues d'empathie. C'est ce que sans doute c'est le cas des psychopathes. Vous savez très bien ces gens qui n'éprouvent pas la souffrance, qui ne se rendent pas compte de la souffrance qu'ils imposent à autrui. Un psychopathe, si vous frappez quelqu'un et que cette personne souffre, vous allez partager sa souffrance et être ennuyé qu'il souffre. Un psychopathe ne ressent pas ça. Il ne sent pas du tout que ce qu'il fait mal à quelqu'un, ça lui est égal, et ça explique pourquoi il est capable de répéter sans arrêt des méchancetés et des cruautés, puisqu'il n'a pas de sentiment d'empathie. Toujours en ce qui concerne notre espèce, une situation très intéressante est celle de la maman. La maman, l'immense majorité des mamans ont un fort sentiment d'empathie envers leurs enfants, et l'empathie est à ce point développée chez la maman que la mère humaine a tendance à même imiter jusqu'aux mimiques de son bébé dans certaines situations. C'est ainsi que, par exemple, lorsqu'elle le nourrit, vous observez une maman en train de nourrir son bébé, eh bien, elle a tendance à faire le geste des lèvres que doit faire le bébé pour accepter la nourriture. Elle avance ses lèvres comme elle souhaite que le bébé le fasse. C'est vraiment un fort sentiment d'empathie. Ce potentiel d'empathie suffit à expliquer le développement, toujours au sein de notre espèce, des comportements de plainte, pleurs et autres gémissements de nos bébés. Nos bébés se plaignent, gémissent, pleurent, tout simplement pour créer un sentiment d'empathie et pour que chez nous, ce sentiment d'empathie fasse que le bébé obtienne ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. La réaction empathique ne semble pas se limiter à la mère, par conséquent, et de nombreuses personnes de l'entourage d'un bébé réagissent de la même façon. Alors, qu'en est-il chez les bébés humains ? C'est vrai que les pleurs d'un bébé attendrissent les adultes. Mais qu'en est-il de leur effet sur les autres jeunes enfants ? Eh bien, les observations ici laissent relativement perplexes. Dans certains cas, l'empathie dont semblent capables les bébés est évidente. On a montré, par exemple, que les pleurs d'un nourrisson entraînent les pleurs de tous les nourrissons qui l'entourent. Si un bébé pleure parce qu'il est malheureux ou parce qu'il a soif, eh bien, si c'est dans une maternité, ça peut entraîner les pleurs de tous les autres nourrissons. Et on a observé que dans les crèches, un enfant qui en frappe un autre cesse de le faire quand ce dernier pleure. Les difficultés commencent car ce comportement dans les crèches n'est pas du tout systématique. Il y a effectivement des enfants qui, quand ils en frappent un autre, vont arrêter quand cet autre va pleurer, et dans d'autres cas, c'est pas du tout le cas.
D'autres enfants ne mettront pas fin à leur tyrannie parce qu'on les y contraindra. De plus, on peut légitimement se poser la question suivante. Certains parmi les agresseurs qui interrompent leur agression le font-ils par pitié ou parce que les expériences passées, comme l'intervention énergique d'un adulte, ont déjà conditionné chez eux des comportements sociaux. Des manifestements d'empathie ont été observés chez certains mammifères, par exemple, à titre d'exemple, chez les singes ou encore chez les dauphins. Mais qu'en est-il chez le chien? Des observations récentes semblent suggérer un certain potentiel d'empathie chez cette espèce. On a par exemple constaté que si vous bâillez, eh bien votre chien peut très bien se mettre à bâiller. C'est typique d'un comportement d'empathie. Les propriétaires qui bâillent devant son chien peuvent avoir la surprise de voir son chien se mettre à bâiller comme lui. Mais c'est pas toujours si évident. Dans d'autres situations, cette capacité semble beaucoup moins évidente ou même inexistante. Il est à peu près certain que la chienne éprouve une réelle empathie pour sa progéniture. C'est de la certitude. Mais qu'en est-il pour les chiots entre eux? Eh bien, ceci dit, tant pis pour la peine que je vais vous faire, chers auditeurs, l'expérience de l'éleveur que je suis est sans appel. Sans la présence et l'intervention appropriée d'une mère, la plupart des chiots, s'ils en avaient la force, finiraient peut-être bien par s'entretuer, et il arrive d'ailleurs qu'en l'absence de la mère, ils finissent par le faire. D'ailleurs, c'est une règle très très générale, on ne met jamais un nombre impair de chiots ensemble à l'isolement. Si vous laissez 3 chiots ensemble, eh bien, il n'est pas du tout impossible que 2 d'entre eux s'en prennent au troisième et s'amusent à l'embêter jusqu'à l'épuisement. C'est une règle bien connue, on ne met jamais 3 chiots ensemble, il faut toujours mettre un nombre pair pour qu'il n'y en ait pas 2 qui se mettent contre le troisième. Les théoriciens qui n'ont pas élevé personnellement peuvent croire que les gémissements des chiots visent à attendrir les plus forts d'entre eux. Mais les patriciens de l'élevage savent qu'il n'en est rien. Les gémissements n'ont d'autre but que d'appeler la mère au secours, et c'est généralement, et heureusement pour eux, ce qui finit par arriver. Attention d'ailleurs, en l'absence au moment du sevrage, les choses peuvent se compliquer en l'absence du gendarme maternel. Donc, je me répète, les gens qui sont pour les mordillements vont vous dire que les chiots pleurnichent pour attendrir leur portée. C'est faux, à mon avis. Les chiots pleurnichent pour appeler la mère au secours. Lorsque le sevrage a eu lieu, et si la mère est écartée de la portée parce que le sevrage a eu lieu, ce rôle de gendarme de la mère ne s'exerce plus. Mais heureusement, à cet âge, certains comportements sont plus ou moins mis en place. Les chiots commencent à comprendre qu'ils peuvent faire souffrir et en général, les plaintes suffisent à mettre fin à leur agression. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà un phénomène d'inhibition. Le chiot, lorsqu'il faisait mal à ses petits camarades, se faisait immédiatement remettre à sa place par la mère, et ceci a créé une sorte de réflexe. Le chiot, il n'y a plus besoin de la mère, il sait d'avance qu'il ne doit pas faire mal aux autres. Le souvenir des interventions plus ou moins vives de la mère a créé une inhibition. Et l'apprentissage que très souvent les gémissements peuvent précéder une attaque plus ou moins désespérée, mais donc extrêmement violente de l'individu qui les produit, peut également avoir joué un rôle. Enfin, dans tous les cas, la morsure n'est pas absolument inhibée, c'est vrai, mais elle est contrôlée. Et maintenant, qu'en est-il pour la relation entre un chien et un humain, enfin un humain et un chien? Serait-il donc inexact qu'un conducteur puisse dissuader un chien de le mordre par le seul moyen décrit ci-dessus, ni défense, ni contre-attaque, mais l'éveil de la corde empathique par des plaintes et d'autres gémissements? Donc, je répète, certains professionnels, certains spécialistes recommandent de se laisser mordiller et de ne pas réagir si le chien vous fait mal, de n'avoir pas d'autre réaction que d'essayer de jouer sur l'empathie, c'est-à-dire de pleurer, de gémir, etc. Pour certains
pour certaines personnes, il s'agit carrément d'une question fondamentale qu'ils pourraient formuler de la façon suivante. Est-ce qu'à un geste du chien que l'on peut considérer comme négatif, on peut réagir autrement que de manière négative? La défense ou l'agression? Vous savez très bien que les partisans de l'éducation positive sont formels. On ne peut pas, on ne doit pas réagir fermement. C'est moins vrai aujourd'hui. Les gens se rendent compte que c'est difficile à défendre. Mais pendant de longues années, au moins une décade, c'est ce qu'on enseignait. Il ne faut jamais réagir de manière négative dans le cadre d'un programme d'éducation positive. Et si c'est aussi le cas pour vous, eh bien, c'est même pas la peine d'en discuter. Un principe, ça ne se discute pas. Si vous êtes persuadé qu'il faut se laisser mordiller et interrompre les mordillements par votre manifestation de souffrance, si vous croyez cela, n'en discutons pas plus, vous ne changerez pas d'avis. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette méthode marche? Si vous répondez oui, vous sous-entendez qu'un phénomène empathique est de naturel à créer à lui seul un phénomène d'inhibition. Or, nous savons que c'est loin d'être certain pour ce qui concerne notre espèce, je vous l'ai dit tout à l'heure, et que cela n'a pas du tout plus de raisons de se produire chez les autres espèces. Rien ne prouve que l'inhibition puisse être créée par des phénomènes de ce genre. La question se pose alors, comment s'y prennent les partisans de l'éducation positive pour vivre à long terme en harmonie avec leurs animaux? La réponse est d'observer que de manière consciente ou non, rarement certes, mais dans des cas très précis, on observe que ces personnes savent, en réalité, presque par réflexe, lorsque c'est nécessaire, déroger à leurs principes. Dit de manière plus claire, elles savent, à leur façon, punir quand c'est nécessaire. Une autre piste est également à considérer. Les idées et les concepts de l'éducation positive ne sont pas d'origine continentale. Elles nous viennent des psychologues d'outre-Manche, voire d'outre-Atlantique. Or, et c'est un point fondamental qui n'est jamais pris en considération, les rapports que les anglo-saxons entretiennent avec leurs chiens n'ont tout simplement rien à voir avec ceux que nous souhaitons établir avec les nôtres. Les chiens anglo-saxons quittent très peu le domicile de leur maître. Ils ne vont pas les accompagner au restaurant, dans les magasins, que ça ne leur vient même pas à l'esprit. Et les promenades citadines, c'est sans le chien. Et les promenades avec le chien, c'est dans des lieux un peu prévus pour ça, les parcs, etc., où l'on a le droit d'avoir des chiens. Mais vous ne verrez pas des chiens dans les restaurants, c'est tout simplement inimaginable. Nous aimons promener nos chiens partout, en toutes circonstances, et de préférence, nous préférons les avoir non muselés. Qu'aurions-nous à faire de compagnons formés à contrôler plus ou moins l'intensité de leur morsure dans une situation anglo-saxonne? Nous voulons des animaux qui ne mordident pas du tout. Notre problème, ce n'est pas d'avoir des chiens qui ne mordent pas parce qu'ils sont muselés ou parce qu'ils ne sont pas avec nous partout. Notre problème, c'est d'avoir des chiens qui soient avec nous partout et qui ne mordent pas quoi qu'il arrive. Nous voulons des animaux qui ne mordent pas du tout.
À bientôt!